La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis toujours un peu mal à l'aise lorsque le sujet du paranormal est abordé, en particulier lorsque certaines personnes semblent si catégoriques sur le fait que les fantômes ne peuvent tout simplement pas exister. Je n'essaie pas de les convaincre du contraire. En fait, je ne partage pas du tout mes expériences avec eux. C'est en fait la première fois que j'essaie de relater tout ce que ma famille a vécu. Cela n'a duré que quelques mois, mais cela a gravé dans ma conscience une cicatrice qui ne disparaîtra jamais. Je me souviens que ma mère et mon père étaient si excités à l'idée que nous allions emménager dans notre première maison. Ils avaient élevé 4 jeunes enfants dans un appartement. La simple idée d'avoir enfin notre propre chambre, et plus d'une salle de bain, nous rendait tous fous de joie. Lorsque nous avons aperçu pour la première fois la maison à l'angle de la 13e rue et d'Elm, mes frères et sœurs et moi-même n'en revenions pas. L'endroit semblait immense. C'était une vieille maison de style colonial, avec de grandes pièces ouvertes au premier étage, et toutes les chambres au 2e étage reliées par un grand escalier en bois. Avec mon frère et mes sœurs, nous avons parcouru la maison à toute allure, explorant chaque pièce avec excitation et émerveillement. C'est mon frère Tommy qui a remarqué le premier la porte dans le coin de la cuisine qui menait au sous-sol. Il l'a ouverte et nous sommes restés, lui et moi, en haut de l'escalier, à regarder en bas pendant quelques instants. Nous sommes descendus avec précaution dans la cave, incertains de ce que nous allions trouver. Une fois arrivés au bas de l'escalier, nous avons été un peu déçus par l'aspect anodin de la pièce. Il s'agissait d'une pièce nue avec un sol en béton, un évier dans un coin et une seule fenêtre qui devait donner sur le jardin de la cour d'entrée. Nous avons contemplé cet espace plutôt ennuyeux pendant 1 minute avant que Tony ne le remarque. « Hé, c'est quoi là-bas » Il a pointé du doigt une tache dans le béton d'environ 1,50 m de long sur 1,50 m de large. Elle était d'une couleur et d'une texture différentes du reste du béton. Elle avait manifestement été déchirée à un moment donné, puis rapiécée. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que Tommy prenne la parole. « Tu sais que la dame qui vivait ici est morte, n'est-ce pas » Je ne le savais pas. Je me souviens que ma mère et mon père avaient mentionné brièvement que la famille qui possédait la maison avait dû déménager précipitamment. Les circonstances n'ont jamais été évoquées pour autant que je m'en souvienne. Tommy poursuivit. « Oui, elle est morte dans un grave accident de voiture. C'est ce qu'a dit papa. »« Et alors ?» répondis-je de plus en plus mal à l'aise. « Eh ben, je parie qu'ils l'ont enterrée juste là, » a dit Tommy en montrant la tache bizarre dans le béton. Pour une raison ou une autre, cette théorie ridicule semblait avoir un sens dans nos esprits d'enfants. Je me souviens très bien qu'à ce moment-là, l'atmosphère de la pièce a changé. L'air était électrique. Je sentais tous les poils de mes bras se dresser. Je devenais soudain claustrophobe et j'ai senti une vague de panique et de malaise m'envahir. Je n'ai même pas répondu à Tommy. J'ai grimpé les escaliers aussi vite que j'ai pu. Tommy était sur mes talons et se délectait de la manière avec laquelle il faisait flipper son petit frère. Une fois de retour dans la cuisine, au milieu de l'activité, le sentiment est passé instantanément, comme si on éteignait un interrupteur. Les jours suivants ont été consacrés au déballage et à l'installation. Tommy a obtenu sa propre chambre en haut de l'escalier et j'ai pris celle qui se trouvait à côté de lui. Nos sœurs aînées, Cheryl et Cindy, partageaient la plus grande chambre de l'autre côté du couloir. Mon père était un camionneur longue distance qui s'absentait pendant des jours, parfois 1 semaine, et nous venions à peine d'emménager dans la maison qu'il a dû, à contre-cœur, prendre la route pour quelques jours. La première impression que quelque chose n'allait pas dans la maison s'est produite le lendemain matin, après son départ. Mes frères et sœurs et moi-même sortions par la porte d'entrée pour prendre le bus pour l'école, et nous avons remarqué un mégot de cigarette sous le porche en bois. Ce n'était pas vraiment étrange, mais nous savions qu'il n'était pas là auparavant. Nous avions nettoyé la maison de fond en comble après y avoir emménagé, y compris le porche. Un mégot de cigarette assez évident, posé juste devant la porte, aurait été remarqué, mais il était là. Nous nous sommes regardés, l'un et l'autre, en le regardant. Nous avons haussé les épaules, sommes montés dans le bus scolaire et avons continué notre journée. Quelques jours plus tard,
mon frère Tommy et moi jouions dans la cour, lorsque nous avons remarqué un deuxième mégot de cigarette, cette fois sur la pelouse, juste sous la fenêtre de la chambre de Cindy et Cheryl. Une fois de plus, Tommy était là, avec une brillante théorie pour me faire peur. Je parie que c'est la famille qui vivait ici. Ils reviennent toujours et traînent dehors parce qu'ils savent que leur mère est enterrée dans le sous-sol. La mention de la tombe dans le sous-sol a attiré mon regard sur l'unique fenêtre du sous-sol qui était à peine visible au niveau du sol. C'est à ce moment-là que j'ai eu la certitude que quelqu'un me regardait à travers cette fenêtre. Tommy a lu l'expression sur mon visage et a suivi mon regard jusqu'à la fenêtre. « Nous devrions aller voir ce qui se passe en bas », a-t-il dit. Je l'ai suivi à contre-cœur. Même si j'étais mal à l'aise à l'idée d'aller là-bas, j'étais encore plus sensible au fait de passer pour une mauviette devant mon frère aîné. Alors que nous arrivions à la porte du sous-sol, Tommy s'est arrêté. « Nous devrions emmener Patches avec nous, » dit-il en faisant référence au chien de la famille. « Patches nous protégera. » Patches était un compagnon facile à vivre et agréable. Je suppose qu'il devait l'être avec 4 enfants turbulents qui le terrorisaient constamment. Nous l'avons trouvé assoupi à côté du canapé du salon. Tommy l'a attrapé par le collier et l'a conduit jusqu'à la porte du sous-sol. Lorsque Tommy a ouvert la porte, Patches a immédiatement résisté. Il a posé ses fesses sur le sol de la cuisine et a refusé de bouger d'un pouce. Tommy a tiré sur son collier, mais Patches a reculé. Finalement, Tommy a décidé de prendre le chien et de le porter dans les escaliers. Patches se débattait avec acharnement pendant tout le trajet. À mi-chemin, le chien est devenu fou furieux. Il a glapi, grogné et claqué des dents contre Tommy, qui le lâcha sous l'effet de la surprise. Patches a remonté l'escalier en courant et s'est réfugié sous le canapé. Sans la protection du chien, Tommy et moi avons abandonné notre mission. Ce soir-là, nous étions tous autour de la table de la cuisine en train de dîner. Patches était de mauvaise humeur depuis l'incident survenu dans l'escalier du sous-sol. Pendant que nous dînions, Patches s'est reposé sur le sol de la cuisine, ses yeux ne quittant jamais la porte du sous-sol. Ses oreilles étaient dressées et son attention était concentrée sur la porte. À un moment donné, ses babines se sont dressées et il s'est levé en grognant contre la porte. Nous avons tous arrêté de bavarder pendant le dîner et nous nous sommes retournés pour regarder le chien. Il était en mode protection totale. Il grognait comme si quelqu'un montait les escaliers. Cela a duré un moment avant qu'il ne se calme et retourne se coucher sur le sol de la cuisine. C'est peut-être une nuit ou deux plus tard que j'ai entendu des bruits de pas pour la première fois. J'étais couché dans mon lit au milieu de la nuit quand j'ai distinctement entendu des pas monter les marches du sous-sol. C'étaient des pas lourds, très délibérés, lents et réguliers. J'ai tendu l'oreille autant que possible dans l'obscurité. Lorsque les pas ont atteint le haut des escaliers du sous-sol, il y a eu une pause. Je n'ai pas entendu la porte du sous-sol s'ouvrir, mais les pas ont commencé à traverser la cuisine. Lorsqu'ils ont atteint le bas de l'escalier, il y a eu à nouveau une pause. Puis, tout aussi lentement et délibérément, les pas ont commencé à monter les marches. À ce stade, j'affichais un regard terrorisé, mais je n'arrivais pas à savoir quoi faire. Je suis resté figé dans mon lit, tirant les couvertures jusqu'à mon menton. Les pas atteignirent le haut de l'escalier au bout du couloir menant à nos chambres. Encore une fois, une pause. Puis les pas lourds ont commencé à descendre le couloir. Ils sont passés lentement devant la chambre de Tommy. Que Dieu me pardonne, mais j'ai prié pour qu'il continue à descendre le couloir en direction de la chambre de ma mère. Mais ce ne fut pas le cas. Les pas se sont arrêtés juste devant la porte de ma chambre. Il y a eu un long moment, douloureusement prolongé, où tout semblait s'être arrêté. Je ne respirais plus. Je ne bougeais plus. Mon pouls résonnait dans mes oreilles et chaque nerf de mon corps hurlait. Après ce qui m'a semblé être une éternité, le bruit suivant a bousculé mes sens. Il s'agissait d'un bruit de tapotement, d'un silence presque exaspérant au début. Quelque chose tapait sur la porte de ma chambre environ toutes les 3 secondes. En m'efforçant d'écouter, j'ai eu l'impression d'entendre un son métallique, comme celui d'une clé. On aurait dit que quelqu'un tapait avec une clé sur la porte de ma chambre. Alors que je commençais à penser à un moyen de m'échapper, peut-être en passant par la fenêtre de ma chambre, le bruit s'est soudain arrêté. Mes yeux devaient avoir la taille d'enjoliveurs de voiture, tandis que je fixais la porte. Je me suis dit que ce qui se trouvait de l'autre côté de la porte tournerait la poignée. Les secondes passèrent. L'air était épais et suffocant. Je me dirigeais vers la fenêtre de ma chambre au cas où la porte s'ouvrirait. Cependant, j'ai été surpris par le bruit suivant. Les pas recommençaient, mais ils partaient à nouveau du bas des marches du sous-sol. Mais qu'est-ce que c'était que ça ? Comment cette chose avait-elle pu redescendre au sous-sol sans que je l'entende ? C'est à ce moment-là que j'en ai eu assez. J'ai sauté de mon lit, j'ai ouvert ma porte et j'ai couru jusqu'à la chambre de ma mère. Lorsque je suis entré dans sa chambre et que j'ai allumé la lumière,
J'ai vu qu'elle était assise dans son lit, complètement réveillée et consciente, les yeux écarquillés et paniqués. Elle aussi avait entendu. Lorsqu'elle m'a vue, elle a immédiatement essayé de minimiser la situation. Elle m'a lissé les cheveux, m'a frotté le dos et a essayé de me convaincre que j'avais fait un cauchemar. Mais je me suis rendu compte que c'était mieux. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle était aussi troublée que moi. C'est alors que j'ai réalisé que ce qui se trouvait dans cette maison terrifiait ma mère autant que moi. Et cela m'a glacé le sang. Mon père est rentré de son voyage, et pendant quelques jours, les choses sont revenues à la normale. Ma mère et moi avons échangé des regards nerveux à travers la table alors que nous dînions avec mon père. Il était complètement inconscient de la situation et nous ne savions évidemment pas comment aborder le sujet avec lui. Comment dire à un camionneur costaud que vous avez entendu un fantôme monter les marches du sous-sol ? Finalement, il a dû reprendre la route. Je pouvais sentir la tension chez ma mère qui l'aidait à faire ses bagages pour son prochain voyage. Elle essayait d'en jouer avec nous, les enfants, mais je savais que c'était mieux ainsi. Je redoutais la suite autant qu'elle. La première nuit passée à la maison sans mon père s'est déroulée sans incident. J'étais mal à l'aise et j'ai dormi difficilement toute la nuit, mais il ne s'est rien passé d'important. Du moins, pas pour moi. Le lendemain matin, à la table du petit déjeuner, j'ai remarqué que ma sœur Cheryl semblait un peu négligée. D'habitude, elle était agaçante, pétillante et pleine de vie le matin, mais ce matin-là, elle semblait un peu débraillée. Elle finit par se tourner vers ma mère. « Merci d'avoir fermé ma fenêtre hier soir, maman. La pluie aurait tout gâché. » Ma mère a cligné des yeux pendant un moment, tout en tenant la cafetière. « Qu'est-ce que tu racontes, Cheryl ?» Cheryl semblait un peu perdue. « Maman, tu es entrée dans ma chambre hier soir et tu as fermé ma fenêtre. Tu te souviens ?» Ma mère était maintenant plus que troublée. « Non, Cheryl, je ne suis pas entrée dans ta chambre. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Cheryl était maintenant frustrée. Elle a commencé à utiliser le ton que les préadolescentes utilisent lorsqu'elles sont condescendantes avec leur mère. « Maman, je me suis réveillée la nuit dernière parce qu'il pleuvait et tonnait dehors. T'étais à côté de ma fenêtre, tu l'as fermée et t'es sortie. Je m'en souviens parce que ta chemise de nuit blanche battait dans la brise qui passait par la fenêtre. » Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs et les rides autour de sa bouche sont devenues soudainement très prononcées. Je ne l'avais jamais vue aussi vieille. « Chérie, je n'ai pas de chemise de nuit blanche. Tu sais que ma chemise de nuit est rouge. Tu sais que ma chemise de nuit est rouge. Tu le sais, Cheryl. » Après quelques instants très inconfortables, ma mère a retrouvé son calme et a soudainement changé de ton. « Tu as fait un rêve, ma chérie. Ce n'était qu'un rêve. » Confuse et frustrée, Cheryl était maintenant sur la défensive. « Non, c'était pas un rêve, maman. Ma fenêtre était ouverte quand je me suis couchée et elle était fermée le matin. C'est toi qui l'as fermée. Pourquoi ne t'en souviens-tu pas ?» Ma mère était troublée. Ses joues étaient rouges et elle fixait la table de la cuisine. Elle a relevé la tête et a regardé l'horloge sur le mur de la cuisine. « Oh, tu es en retard, ma chérie. Prépare-toi pour l'école. » Quelques jours plus tard, Tommy et moi étions de nouveau en train de faire la fête dans la cour. Nous sommes arrivés au coin de la maison et nous nous sommes arrêtés. Un vieux tricycle qui se trouvait dans notre jardin était posé là, juste sous la fenêtre de la chambre de Cindy et Cheryl. En y regardant de plus près, nous avons remarqué que le siège du tricycle était légèrement plié, comme si quelqu'un de très grand et de très lourd s'était tenu sur le siège. Il y avait aussi non pas un mais 2 mégots de cigarettes qui gisaient sur le sol à côté du tricycle. Tommy finit par se rendre à l'évidence. Est-ce qu'un type s'est mis là-dessus pour regarder la fenêtre de Cheryl ? Je n'ai pas répondu. J'ai ramassé le tricycle et je l'ai poussé aussi loin que ma petite taille me le permettait dans notre jardin. Tommy m'a regardé un instant d'un air perplexe, mais il a laissé passer le moment et nous sommes retournés jouer. Quelques jours passèrent sans qu'il se passe grand-chose, mais un matin, c'est Tommy qui vint à la table du petit déjeuner, l'air hagard. Je l'ai interrogé sur ce qui se passait, mais il m'a fait signe que non. Ses yeux n'arrêtaient pas de tourner autour de la table de la cuisine, comme s'il cherchait quelqu'un qui avait disparu. Finalement, notre mère nous a rejoints à table et Tommy a pris la parole. « Maman, est-ce que papa est rentré hier soir ?» Notre mère a eu l'air hébétée pendant une seconde. « Non, non chérie, papa n'est pas encore rentré. Pourquoi cette question ?» Tommy a froncé les sourcils et regardé son bol de céréales pendant un long moment. Il a fixé notre mère des yeux et a dit « Mais il est entré dans ma chambre hier soir ?» Je ne connaissais que trop bien l'air troublé qui balayait le visage de ma mère. Elle a pincé les lèvres pendant un moment avant de croasser. « As-tu fait un rêve la nuit dernière, Tommy ?» Tommy soupira et secoua la tête. Il semblait bien trop fatigué du monde pour un garçon de son âge. « Maman, tu sais que je dors avec une radio allumée à côté du lit, n'est-ce pas ?
Ma mère a hoché la tête très lentement et délibérément, ses yeux ne quittant pas Tommy. Les rides autour de sa bouche sont devenues très prononcées à nouveau. Tommy a continué. Hier soir, je me suis réveillée parce que le cadran de la radio tournait de haut en bas, comme si quelqu'un cherchait une station de radio. Je me suis levée et j'ai regardé, et papa était debout à côté de mon lit en train de tripoter le cadran de la radio. Il y eut un long moment de silence pendant que ma mère fixait Tommy. Ses lèvres étaient pincées, comme si elle avait goûté quelque chose d'aigre. Elle avait fini par rompre le silence. « C'est tout ? Y avait-il autre chose, Tommy ?» Tommy avait l'air plus déconcerté que jamais. Il balaya la pièce du regard comme s'il n'arrivait pas à croire que notre père allait surgir d'un moment à l'autre. « J'ai parlé avec lui, » dit Tommy. Les sourcils de maman se sont levés. « Oh » dit-elle. « Il t'a répondu quelque chose ?»« Non, » répondit Tommy. « J'ai dit « Bonjour papa », mais il n'a rien répondu. Il s'est juste retourné et est sorti de la chambre et je me suis rendormie. » Notre mère a regardé Tommy pendant un long moment, qui l'a mise mal à l'aise. C'est la première fois que je remarquais des mèches grises dans ses cheveux bruns. En un instant, elle est redevenue normale. Son visage s'est éclairci et elle a dit « Ce n'était qu'un rêve, bébé. Tu rêvais. Ne t'inquiète pas pour ça. » Tommy n'était pas aussi convaincu. Il fronça profondément les sourcils en retournant à ses céréales. Le reste d'entre nous est resté silencieux pendant que nous terminions notre petit déjeuner et que nous allions à l'école. Les bruits de pas n'avaient pas cessé entre-temps. Le schéma se répétait toujours. Les pas montaient les marches du sous-sol, puis la cage d'escalier, et s'arrêtaient devant la porte de ma chambre. Pourquoi était-ce toujours à la porte de ma chambre ? Puis, il commençait à taper sur la porte. Il tapait pendant un moment, puis le schéma se répétait, en partant du bas des marches du sous-sol. Même si c'était devenu une routine, je n'arrivais pas à m'y habituer. La 10e nuit, j'étais aussi terrifiée que la première. J'étais convaincue que ce qui tapait à la porte finirait par faire éruption. Ce qui m'effrayait d'autant plus, c'est que cela ne se produisait jamais. Cela se répétait en boucle, encore et encore. Depuis combien de temps ? Le faisait-il même lorsque je n'étais pas à la maison ? Un après-midi, je m'étais assoupie sur le canapé du salon en regardant mes dessins animés après l'école. J'ai commencé à me réveiller en grognant lorsque j'ai pris conscience d'une présence dans la pièce où je me trouvais. J'ai gardé les yeux fermés, mais mon cerveau a repris conscience et mes oreilles se sont mises en alerte. Quelqu'un se tenait à l'entrée du salon, se déplaçant d'un pied sur l'autre avec inquiétude. Je pouvais entendre le parquet grincer sous les pieds de la personne. Elle a commencé à avancer lentement vers moi sur le canapé. Chaque latte grinçait distinctement au fur et à mesure que les pas se rapprochaient. Les pas se sont arrêtés au bord du canapé, près de mes pieds. Qui que ce soit, il se tenait maintenant clairement à l'extrémité du canapé et me regardait fixement. J'ai senti la présence qui commençait à se pencher sur le canapé, à se pencher sur moi. J'ai senti ses vêtements bruire légèrement alors qu'il me dominait. Son visage devait être à quelques centimètres du mien. Mais je n'ai jamais entendu ni senti son souffle. Il était là, mais il ne respirait pas. Il n'était pas vivant. Dans ma panique, j'ai commencé à émettre un gémissement aigu que je n'arrivais pas à contrôler. C'est à ce moment-là qu'un souffle d'air froid m'a envahi, me donnant la chair de poule sur tout le corps. Et puis, rien. La présence avait disparu. Je l'ai su immédiatement, elle n'était plus là. J'ai sauté du canapé et j'ai quitté le salon, probablement sans même toucher le sol. J'ai commencé à remarquer que ma mère était de plus en plus mal à l'aise et agitée. Elle n'avait pas besoin de le dire, je savais qu'elle vivait aussi des choses. Au début, j'ai remarqué qu'elle restait debout de plus en plus tard le soir quand mon père n'était pas à la maison. Qu'il s'agisse de regarder la télévision tard dans la nuit ou s'occuper des tâches ménagères, comme de rester debout pour coudre des pièces sur nos vêtements. Il était évident qu'elle ne voulait pas aller se coucher. Elle a installé des couvercles d'interrupteurs phosphorescents dans sa chambre et dans le couloir du 2e étage. Au début, cela semblait être une mesure de sécurité bénigne, jusqu'à ce que je me rende compte de l'utilité de ces couvercles phosphorescents. Elle voulait voir les ombres qui se déplaçaient dans l'obscurité. Pour elle, ces ombres ne pouvaient être réelles que si elle les voyait se déplacer dans la chambre. Les choses en sont arrivées à un point critique un soir qui a fini par être notre dernière nuit seule dans la maison. Mon père était de nouveau parti en voyage. Nous étions tous blottis dans le salon, regardant la télévision avec ma mère. Il était tard, mais pas terriblement tard, environ 10 heures. Soudain, une atmosphère très lourde a envahi la pièce. Nous l'avons tous senti immédiatement. J'ai regardé Tommy et Cheryl sur le canapé avec moi. Le malaise était évident sur leur visage. Cindy était étalée sur le sol devant nous. Elle a tourné la tête et nous a regardés comme pour nous dire « Vous le sentez aussi ?» C'est ce que nous avons fait. Notre mère était dans le fauteuil à côté de nous.
Elle a réagi en relevant Cindy sur le sol et en nous rejoignant sur le canapé. Nous nous sommes tous blottis les uns contre les autres. Elle nous a tous entourés de ses bras. L'air de la pièce est devenu épais et lourd. Nous avons tous gardé les yeux fixés sur la porte qui sépare le salon de la cuisine. Il nous semblait que ce qui causait cette sensation allait se matérialiser à cet endroit. C'est Cindy qui a commencé à gémir et à pleurer la première. Elle a été rapidement suivie par le reste des enfants. Nous nous serrions tous les uns contre les autres aussi fort que nous le pouvions, en pleurant et en sanglotant ouvertement. Finalement, même ma mère s'est mise à gémir, les larmes aux yeux. Patches était en état d'alerte. Il se tenait au milieu du sol du salon, regardant fixement l'entrée, tous les muscles de son corps tendus. Ses poils se hérissèrent, et il commença à émettre un grondement sourd dans sa gorge. Les bruits de pas commencèrent comme toujours au bas des marches du sous-sol. Patches se mit à aboyer avec frénésie, montrant les dents et jetant de la salive. Cela suffit à ma mère. Elle a ouvert la porte d'entrée et nous a tous fait sortir de la maison comme s'il s'agissait d'un exercice incendie. Nous avons couru jusqu'à la maison du voisin et ma mère a inventé une excuse pour justifier le besoin d'un abri pour la nuit. Je crois qu'elle a dit qu'elle pensait qu'il y avait une fuite de gaz ou quelque chose comme ça. Nous avons dormi péniblement sur une palette posée sur le sol du salon de la voisine. Dès les premières lueurs du jour suivant, nous avons commencé à charger toutes nos possessions terrestres et à les emmener chez mes grands-parents. La maison d'Elm Street a été l'éléphant dans la pièce pour ma famille pendant des décennies. Tous les enfants ont grandi et ont eu leur propre famille, et même à ce moment-là, nous ne disions pas grand-chose sur ce qui s'était passé dans cette maison. Ce n'est que maintenant que j'ose documenter tout cela ici. Je ne sais même pas pourquoi, en fait. Je suppose que j'avais besoin de me convaincre que tout cela appartenait au passé et que c'était fini maintenant. Encore une fois, si vous ne croyez pas aux esprits, aux fantômes, au paranormal ou à quoi que ce soit d'autre, je n'essayerai pas de vous convaincre. Mais je sais pertinemment qu'il y a des choses qui se baladent dans l'obscurité.